Bonjour à tous. Bonjour et désolée pour la petite minute de retard. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour, bonjour. Je vois que vous êtes déjà nombreux connectés. Vous m'avez un petit peu attendu, je suis désolée. Bonjour. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour parler de champagne aujourd'hui? Moi, je, moi, je suis prête, regardez. Et à la couleur dans mon verre, je pense que vous pouvez deviner que c'est pas un champagne tout récent. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous. Bah, écoutez, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine en plus pour parler de champagne, qui est beaucoup à cœur, vous allez voir pendant la présentation. J'espère que vous allez pouvoir en apprendre plus sur le roi des vins. Bonjour, bienvenue à tous. Je vais commencer du coup à vous partager la présentation. Je fais une dernière revue des consignes, on va dire. Donc, le chat pour se parler, se dire bonjour, se dire au revoir. Vous pouvez commenter aussi la présentation. Les questions pour poser des questions un peu plus sérieuses auxquelles on prendra le temps de répondre à l'écrit ou à l'oral. Et les sondages pour que moi, je vous pose des questions. N'oubliez pas d'aller voir les questions de temps en temps. Vous verrez, elles apparaîtront également dans la présentation. Alors, c'est parti pour le partage d'écran. Tout le monde voit l'écran de garde? Oui, webinaire numéro 5. Superbe. Alors, c'est parti. Donc, bien sûr, QV privé, je ne vous refais pas la présentation. Je suis Marie. N'hésitez pas à la suite du webinaire. Voici mon adresse mail si vous voulez nous poser des questions, des renseignements. Vous êtes les bienvenus. Et je commence comme d'habitude par une petite question. Cette fois-ci, ce n'est pas une question connaissance, c'est plutôt une question sur vos habitudes parce que ça m'intéresse. Hop. Voilà, le sondage est publié. N'hésitez pas à répondre. Donc, vous buvez du champagne seulement pour les grandes occasions, dès qu'il y a quelque chose à fêter, par exemple la fin du confinement, au moins une fois par semaine, donc par exemple pour un apéritif, aussi souvent que les autres vins, donc suivant votre consommation. Est-ce que c'est une bouteille de champagne, vous allez l'ouvrir aussi régulièrement peut-être qu'un vin rouge ou le vin blanc qui va accompagner votre repas? Je vous laisse répondre du coup. J'ai l'impression, d'après les réponses, on est à on est à environ 70% sur quand même un vin de fête. Bah, ça m'étonne pas beaucoup, puisque déjà à l'étranger, c'est un vin de grande occasion. Et en France, le champagne reste un vin de fête. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi et comment il a acquis ce statut un petit peu particulier. Ah, on a quand même aussi souvent que les autres vins. Ça me fait plaisir. Heureusement que vous êtes là. Alors, du coup, je voulais vous faire une petite introduction pour ce webinaire sur le champagne et justement les secrets du champagne. L'idée, ça va être d'essayer de découvrir un petit peu ce qui fait du champagne cette région si particulière et comment je vais m'inclure dedans, comment les champenois ont réussi à vraiment atteindre ce statut de référence des vins effervescents et du vin de fête, cette image de luxe. Je ne vous apprends rien. Donc voilà, comment le champagne a réussi à avoir et à garder surtout cette place particulière. Une première slide qui représente un petit peu, si vous voulez, la dualité, en tout cas dans ma tête, de la Champagne, avec Moët-et-Chandon à Dubaï. Voilà, la fête, le luxe, les Émirats, mais on peut voir le même genre d'image aux États-Unis, partout en Asie. Et à côté des certainement 45 degrés de la photo de gauche, vous avez une journée froide de taille en Champagne, parce que finalement, le champagne, ça reste un vin. C'est issu d'un terroir français. C'est produit majoritairement à la main et dans un climat assez rude. Donc, vous voyez un petit peu la dualité de tout ça. Donc, justement, c'est une belle introduction sur le climat champenois.
En effet, il faut vraiment essayer de comprendre le champagne d'un bout à l'autre de son élaboration pour comprendre pourquoi il est si particulier. La première chose, c'est son climat. Finalement, la Champagne a un climat avec une influence double, à la fois océanique, donc le climat océanique apporte beaucoup de pluie, et continental, ce qui apporte donc le froid l'hiver et la chaleur l'été. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la limite septentrionale, donc la limite nord de la vigne, pour qu'elle soit quand même qualitative en Europe, elle est fixée au 50e parallèle nord. Et Reims, donc une des capitales de la Champagne, est à 49,5 degrés. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée d'à quel point la Champagne est septentrionale. Autre petite donnée intéressante, il y a en moyenne en Champagne 1650 heures de soleil par an. Donc, si on compare avec d'autres grands vignobles français, c'est 2069 dans le Bordelais et 1910 en Bourgogne. Voilà. Donc, un climat quand même assez rude qui est idéal pour la fraîcheur et la finesse qui est recherchée dans les vins de Champagne. Donc, je vais vous faire un topo sur la Champagne, mais je ne suis pas sûre de vous avoir convaincu d'y déménager demain, par contre, hein, je vous préviens. Donc voilà, pour conclure et continuer sur ce terroir, donc on a vu ce climat à influence double et il est associé à un sol bien particulier. Donc le sol en Champagne est crayeux, ce qui donne la minéralité des champagnes. La craie, elle a cette capacité, si vous voulez, à garder l'eau et à la restituer, mais assez lentement à la vigne en été, ce qui va permettre à la vigne champenoise de bien vivre les étés assez chauds quand même, parce que le climat reste continental. Troisième point important du terroir champenois, c'est son relief. En effet, en Champagne, le relief est loin d'être plat. On parle de coteaux champenois. Et ces coteaux ont deux avantages. Ils permettent d'une part de drainer les pluies fortes de l'influence océanique, comme on l'a vu, et ils procurent aussi un maximum de soleil aux vignes parce que, comme vous l'avez vu, il y a peu d'heures d'ensoleillement, donc il faut en profiter au maximum. Voilà, donc le premier petit point de chauvinisme de la présentation qui en comptera beaucoup, c'est que ces beaux coteaux champenois ont été classés patrimoine mondial de l'UNESCO assez récemment. Plus exactement, c'est les coteaux, maisons et caves de Champagne qui ont été classés. En effet, les cotons sont vraiment déjà jolis et ont été préservés et beaucoup travaillés par l'homme et par les vignerons. Et récemment, l'UNESCO a décidé de valoriser ce travail et ces efforts. Donc, le terroir, c'est aussi le territoire champenois, puisque finalement, la Champagne, c'est un terroir, c'est aussi une région, une appellation délimitée. Donc là, vous voyez une petite carte de la Champagne. En fait, comme vous pouvez le voir, les zones viticoles qui sont dans l'appellation Champagne sont les zones colorées. Donc, ce n'est pas la zone jaune, c'est vraiment les petites couleurs qui définissent les sous-régions champenoises. Donc là, on voit assez clairement que c'est un vignoble très, très morcelé et sur une grande zone géographique. En fait, on a 320 villages différents et dans 5 départements. Morcelé aussi parce qu'il y a énormément de petites parcelles en Champagne. C'est dû, bien sûr, au prix de la parcelle et aux différents héritages. Donc, généralement, ça se morcelle de génération en génération et ça se rachète très peu. Donc, il y a assez peu de remembrement. Voilà. Donc, en tout, 34 500 hectares de production. C'est une appellation énorme. C'est une zone vraiment très vaste pour une seule appellation, une seule AOC viticole. Voilà, et donc cette appellation, elle est composée de différents crus. Donc en Champagne, on parle de crus ordinaires, de premiers et de grands crus. Contrairement à d'autres régions, comme on pourrait citer la Bourgogne, la Champagne, en Champagne, c'est tout un village, donc toute une commune qui va former un cru. Donc en Bourgogne, vous allez avoir une parcelle de quelques hectares ou même de quelques arts qui va former, par exemple, un grand cru ou un premier cru. Et à côté, dans le même village, vous allez avoir des parcelles dites d'appellation village, donc sans cru. En Champagne, c'est différent. C'est toute une commune qui va être classée. C'est assez sympathique, notamment pour la collaboration entre vignerons et l'effet de compétition n'est pas du tout là, puisque dans une même commune, tout le monde est logé à la même enseigne, si vous voulez. On continue sur le terroir. Alors,
on peut aussi parler et rentrer dans le terroir des raisins et des cépages utilisés. C'est finalement, je pense, une des premières caractéristiques très spécifiques à la Champagne, c'est les cépages que les champenois utilisent. Donc, on a bien sûr 3 cépages dominants. Vous apprendrez qu'il y a des cépages traditionnels et ancestraux qui sont encore utilisés et en tout cas encore autorisés, mais vraiment, ceux-ci représentent 99% de l'appellation. Donc le chardonnay qui apporte les fleurs et les minéraux au champagne, le pinot noir pour son corps et sa puissance, et le pinot meunier qui est un cépage local et qui va apporter beaucoup de rondeur. Là, normalement, vous devez vous dire quelque chose. Le champagne, c'est un vin blanc, avant tout. Donc là, on a un premier défi qui se pose devant nous, c'est d'élaborer un vin blanc avec une majorité de raisins noirs. Parce qu'il faut savoir que sur les 3 cépages que je vous ai présentés à l'instant, on n'a pas 90% de chardonnay et le reste en noir pour faire le rosé. Absolument pas. On est à peu près sur 1/3 de chaque sur tout le territoire champenois. Donc vous voyez, on a quand même 2/3 de raisins noirs pour produire notre champagne qui est un vin blanc. Alors, je m'arrête juste une minute pour voir si tout le monde suit bien. Je pense que ça va. Alors, on continue. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Donc, on a parlé des cépages, on a parlé de la matière première. Si on rentre un petit peu plus dans la chronologie de l'élaboration du champagne, je vous le disais, la base, c'est un vin blanc tranquille. Et c'est d'ailleurs comme ça que va être élaboré le champagne dans ses premières étapes. Je précise que tranquille, ça veut dire sans effervescence. Donc, vous m'entendrez beaucoup utiliser ce terme pendant la présentation. Tout simplement, c'est le contraire d'effervescent. La première chose, et j'ai fait exprès de vous mettre des grappes de pinot noir pour que ça soit très imagé, c'est des vendanges manuelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Champagne, on dit quand on vendange comme des œufs. On doit faire attention à ce que la coquille, donc finalement la peau des raisins, ne soit absolument pas abîmée pour qu'elle ne vienne pas colorer le jus et commencer à faire du vin rosé, voire rouge. Donc déjà, une vendange manuelle, machine complètement impossible par ce fait, et une presse très délicate. Vraiment, on va faire couler assez peu de jus en Champagne par rapport à la quantité de raisins ramassés. C'est un des grands critères et c'est comme ça qu'est défini le rendement des parcelles en Champagne. On va ramasser pas mal de raisins dans les vignes, mais par contre, après, dans le pressoir, on va vraiment faire une presse très légère et très lente puisque les pressoirs vont durer 4 heures. Je précise que la vendange, elle est manuelle et le tri des raisins est interdit. C'est-à-dire que vous allez trouver dans d'autres régions de grandes tables de tri, que ça soit mécanique ou manuel, avec des personnes qui vont manipuler les grappes. Là, encore une fois, la seule personne qui a le droit de manipuler la grappe, c'est le cueilleur. Et après, aucune main n'est autorisée à la retoucher. Toujours pour la simple raison de ne pas venir tacher le jus blanc à l'intérieur de ces peaux qui sont noires. Voilà. Après, on continue vers une élaboration assez classique d'un vin blanc tranquille. Donc, une fois pressés, les jus vont être mis en cuve pour subir la fermentation alcoolique. Donc, la fermentation alcoolique, elle transforme le jus de raisin en vin. Et c'est les levures qui vont manger le sucre contenu dans le raisin et qui vont produire à la fois de l'alcool, mais aussi du gaz carbonique qui va s'échapper par le haut des cuves. Et donc voilà, quelques semaines après les vendanges, on va avoir notre vin blanc qui va être notre base du champagne. On appelle cela un vin clair. Au début, à peu près au début de l'hiver, entre l'hiver et le début du printemps, on va commencer la période dite des assemblages. Donc l'assemblage, il intervient quand le jus est devenu vin blanc, mais avant la mise en bouteille. En fait, cet assemblage, finalement, c'est peut-être l'élément le plus important dans ce qui va se passer dans les caves, parce que c'est ce qui va déterminer tout le style du champagne dans la bouteille par la suite. Donc, il faut vous imaginer qu'après les vendanges, on a plein de petites cuves différentes dans lesquelles on a mis les pinots noirs d'un cru, les chardonnays d'un autre, etc. Et on les a bien séparés. Chacun va devenir vin clair séparément et vraiment bien distinctement. On va séparer de façon assez précise. Eh bien,
Après cette séparation et après la première fermentation, le vigneron ou son œnologue, il va venir goûter toutes les cuves et commencer son assemblage. En Champagne, on va assembler plusieurs choses pour créer une cuvée. On va assembler les 3 cépages dont je vous ai parlé. On va assembler les crus, donc les différents villages. C'est très important parce que c'est ça qui crée l'unité de la Champagne. Je vous ai montré sur la carte tout à l'heure, on a vraiment des villages d'un département au nord, du massif de Saint-Thierry par exemple, qui vont pouvoir être assemblés et être finalement dans la même bouteille, sous la même appellation, qu'un village 100 km plus bas. Donc ça, c'est assez intéressant de voir cette tradition de l'assemblage en Champagne. Et bien sûr, en Champagne, on va aussi assembler les années. Ça, c'est certainement la plus grande spécificité. Comment ça se passe? En fait, dans les cuveries champenoises, qui sont parmi les plus grandes, on a énormément de vins de réserve. Nos vieux millésimes, qui sont destinés à l'assemblage avec les plus jeunes, on va les garder dans des cuves séparément. Et à cette période du début de printemps où on fait tous nos assemblages, on va venir aussi les redéguster et voir lesquels on va pouvoir associer avec la récolte de l'année. Donc, on associe cépage, cru, année. Et enfin, on associe les couleurs pour faire nos champagnes rosés. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo de quelqu'un que vous allez peut-être reconnaître. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Ça vient de friser chez moi, à nouveau. Est-ce que vous me voyez? Alors, chez moi, je suis de retour. J'espère que chez vous aussi. Bon, on retentera une dernière fois la vidéo et sinon c'est pas très grave. Donc, avant de vous repartager les slides, je voulais vous faire un. Ah, là, donc plus rien, ça veut dire toujours plus rien ou c'est bon maintenant? D'accord. Donc, je voulais vous faire un petit débrief du coup de la vidéo qu'on a vue ensemble. Donc, ce n'était autre que mon papa, qui est donc vigneron en Champagne, que certains ont reconnu. J'ai vu bonjour Thierry sur la conversation. Donc, effectivement, Thierry Forger, du Champagne Forger Chemin. Et cette petite vidéo visait à vous expliquer qu'en Champagne, on va associer aussi les couleurs. Donc, on assemble du vin blanc et du vin rouge pour pouvoir faire du rosé. C'est absolument la seule région où c'est autorisé. En fait, la slide précédente vous a expliqué un petit peu pourquoi. Parce que finalement, cette tradition d'assemblage, avec des années, avec des crus, avec des cépages, on l'a appliquée aussi à nos champagnes rosés parce que c'était dans la façon de faire champenoise de toute façon. Voilà. Donc, pour la petite histoire, on peut aussi faire du rosé qu'on appellera un rosé de saignée avec des méthodes plus proches des rosés tranquilles que vous allez trouver sur le marché. Mais c'est la petite particularité champenoise d'avoir le droit de faire des rosés avec cette méthode d'assemblage que vous n'allez retrouver nulle part ailleurs. Je reprends donc la présentation. Hop. Voilà, on s'était arrêté là. Donc, suite à la vidéo, je voulais vraiment qu'on revienne sur l'aspect tradition d'assemblage. En fait, elle a façonné la Champagne, pas seulement pour les rosés, pour tous les vins. Elle fait son unité, je vous le disais, parce que tous les hectares, les presque 35 000 hectares, peuvent se retrouver dans la même AOC.
Et cette tradition d'assemblage, elle a créé ce qu'on appelle les bruts sans année. Donc un brut sans année, c'est tout simplement un champagne brut, donc de dosage classique, sans année, qui n'est pas millésimé, qui est donc issu de plusieurs récoltes, qui est un assemblage de plusieurs années. C'est 80% des champagnes. Et chaque grande marque, ou chaque marque d'ailleurs, que vous connaissez, a son BSA traditionnel. Donc, je vous ai mis les BSA les plus connus au monde. Donc, le Brut Impérial de Moët et Chandon, c'est son BSA. Le Cordon Rouge de Moum, BSA très connu. La carte jaune du Veuve Clicquot et bien sûr la carte blanche du Champagne Forget Chemin qui n'a rien à y envier. Pardon. Donc voilà, c'est vraiment ce BSA, 80% des champagnes vendus. Après, vous allez pouvoir avoir de façon plus anecdotique les champagnes rosés, les millésimés, etc. Et ce qui fait cette particularité, c'est que le champagne, de par cet assemblage de plusieurs années, etc., est devenu un vin de marque. Parce qu'en fait, l'élaborateur peut perpétuer ce qu'on va appeler un goût maison, qui est le goût recherché par l'amateur de Moët et Chandon, le goût recherché par l'amateur de Veuve Clicquot. Puisque en ayant dans une bouteille plusieurs millésimes, on va pouvoir lisser. Alors, ce n'est pas forcément péjoratif, on va pouvoir avoir une constance des champagnes produits. Et donc, ce goût maison a créé le goût marque et la puissance des marques pour le champagne. Donc, on parlait d'assemblage. Je voulais quand même vous préciser qu'on n'était pas obligé d'assembler les 3 cépages. On peut faire des monocépages. Le plus connu, bien sûr, c'est le champagne blanc de blanc, qui est un champagne produit avec uniquement des raisins blancs. La plupart du temps, c'est du chardonnay, mais on a quelques petits cépages ancestraux, comme par exemple l'Arbanne, qui vont pouvoir être aussi inclus dans les assemblages de blanc de blanc. On parle aussi de blanc de noir, qui est issu exclusivement de raisins noirs, donc de pinot noir ou de pinot meunier. Donc, en fait, blanc de blanc, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, ce n'est pas une qualité supérieure de champagne, par exemple. C'est tout simplement un monocépage de chardonnay la plupart du temps. Il faut quand même noter que la plupart des blancs de blanc sont produits dans la région qui entoure Épernay, qui s'appelle justement la Côte des Blancs, dans laquelle on ne plante que du chardonnay. Voilà, et c'est une région où il y a traditionnellement beaucoup de grands crus. C'est certainement aussi pour ça que le blanc de blanc est associé à un synonyme de qualité dans la tête de la plupart des consommateurs. Je vous ai mis aussi également l'étiquette du champagne Ruinart, qui a beaucoup fait pour que le blanc de blanc ait une place aussi importante dans le cœur des Français. Voilà, donc si on reprend un petit peu notre élaboration depuis le début, on a de la vendange à l'assemblage, voilà, on a un vin blanc tranquille, tout simplement. Là, il s'est déjà passé quelques mois. Hein. On est aux assemblages. Ici, par exemple, vous voyez, nous, on les a finis à la fin du mois de mars, pour vous donner une idée. Voilà, donc une petite question. Hop, je vous mets le sondage tout de suite. Alors, on peut produire un champagne blanc de blanc, seulement dans les grands crus, partout en Champagne, seulement dans la Côte des Blancs, seulement avec du chardonnay. J'en profite pour répondre à une question du coup posée dans la partie questions. Alors déjà, la première question, c'était donc sur les vins belges qui montent bien au-delà du 50e parallèle. Alors, ils montent au-delà, ça ne va pas beaucoup plus loin, on pourra regarder sur la carte. Et c'est, alors ça va être difficile à dire, mais c'est ce qui a été défini par l'OIV, donc l'Organisation internationale, comme la limite qualitative. Donc, ce n'est pas du tout une limite légale où on ne pourrait pas planter au-dessus. J'ajoute bien sûr, et c'est vraiment d'actualité en ce moment, que cette limite, elle monte petit à petit avec le réchauffement climatique. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, qu'il y a de plus en plus de vignes plantées au Royaume-Uni qui se trouvent là encore bien au-delà. Voilà. Hop, alors et après, comment fait-on pour garder des BSA? Donc j'imagine que c'était gardé dans la cave.
je pense. On évoquera la question du vieillissement du champagne un petit peu plus tard, mais monsieur, alors c'est Gilles, je crois, soulève une question intéressante qui est le fait que du coup, un champagne brut sans année, par définition, vous n'allez pas voir l'année dessus. Donc ça peut être parfois un petit peu embêtant parce que vous n'avez pas d'année, vous ne savez pas à quel moment il a été produit. Donc en fait, quand on est un petit peu connaisseur, on peut trouver, notamment sur le bouchon, la date de dégorgement, donc une des étapes dans l'élaboration, qui va nous donner un indice. Mais c'est très difficile à trouver. Donc effectivement, moi, ce que je fais en tout cas personnellement, c'est écrire la date d'achat sur la caisse. Ça a un souci assez important, c'est que quand vous achetez du champagne qui n'est pas directement au producteur, vous ne savez pas combien de temps votre champagne a passé chez le caviste. Et il a pu passer plusieurs années dans des conditions que vous ne connaissez pas. Donc effectivement, ça peut être embêtant. Alors, par rapport au sondage, donc pour vous donner la réponse, donc un champagne blanc de blanc peut être produit partout en Champagne, tant qu'il est 100% avec des raisins blancs. Donc, c'est majoritairement le chardonnay, mais on peut aussi trouver, par exemple, de l'Arbanne, qui est un cépage autorisé. Donc, ce n'est pas seulement dans la Côte des Blancs, bien que c'est là qu'on y trouve le plus grand nombre. On peut, voilà, moi, je ne me situe pas dans la Côte des Blancs en ce moment, je me situe dans la sous-région qui s'appelle la montagne de Reims. Mais si j'ai une parcelle de chardonnay qui me semble assez qualitative, j'ai envie d'en faire une cuvée un petit peu spéciale, je peux très bien faire un champagne blanc de blanc. Voilà, donc pour continuer, on a vu l'élaboration du champagne jusqu'au vin blanc. Mais bon, d'un vin blanc tranquille, il va bien falloir créer des bulles. C'est là que la méthode champenoise entre en jeu. La méthode champenoise, c'est une seconde fermentation à l'intérieur de la bouteille. Donc, on a fait nos assemblages, on va les tirer en bouteille et faire la prise de mousse. Donc, les vins clairs sont assemblés, sont mis en bouteille avec ce qu'on appelle une miction qui contient du sucre et des levures. Et à nouveau, on va avoir une fermentation dans la bouteille. C'est le même processus que précédemment. Les levures vont manger le sucre, créer de l'alcool et du gaz carbonique. Sauf que cette fois-ci, cette fermentation, elle a lieu dans un endroit clos qui est la bouteille, fermée avec une capsule. Et c'est donc là que le gaz carbonique va se créer. C'est ce qu'on appelle la prise de mousse. Alors, je ne vais pas vous passer cette vidéo-là parce que je la connais par cœur et j'espère que ça va nous éviter un autre bug. Mais donc, voilà, c'est mon papa, du coup, qui vous expliquait le tenant et les aboutissants de la prise de mousse dans le champagne. Donc, c'est vraiment la quantité de sucre que vous allez ajouter en même temps que le vin dans la bouteille. C'est vraiment du sucre qui n'était pas présent auparavant et des levures qui vont créer cette fermentation à l'intérieur de la bouteille. Et c'est ce savoir-faire-là, cette dose, savoir quand le faire, à quelle température le faire, etc., qui a été inventé puis amélioré au fil de l'histoire du champagne. Suite à ça, on a des levures mortes qui restent dans la bouteille. Les levures mortes, c'est ce qu'on appelle les lies dans le monde viticole. Vous voyez sur la photo en haut ici, les lies qui sont à l'intérieur d'une bouteille de champagne. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert une bouteille de champagne avec les lies toujours à l'intérieur. Généralement, on ne les trouve pas. Et c'est d'ailleurs interdit de vendre la bouteille avec. Donc, il va bien falloir les enlever. Pour ça, on va procéder au dégorgement. D'abord, on va remuer la bouteille tête en bas très progressivement pendant plusieurs jours pour que, petit à petit, le dépôt de lie aille dans le goulot de la bouteille. Donc là, vous voyez la façon manuelle de le faire. Il y a une personne qui va venir matin et soir remuer ces bouteilles, donc avec même un dixième de tour parfois. Et petit à petit, on va faire descendre le dépôt à l'intérieur. Une fois que le dépôt est descendu, on a inventé le dégorgement avec de la glace. Eh bien, écoutez, en fait, on va transformer une petite quantité de champagne au niveau du col de la bouteille en glaçon, en le plongeant dans une solution à moins 27 degrés. Et ainsi, les levures mortes vont se trouver emprisonnées dans le glaçon. Il ne reste plus ensuite qu'à ouvrir, à décapsuler la bouteille de champagne. La pression fait sortir le glaçon. Bien sûr, on perd un peu de champagne, mais c'est comme ça. Et c'est le dégorgement. Donc, par la suite,
Les bouteilles vont être dosées. Donc, on va ajouter la dose de sucre qui va faire le style du champagne, d'extra brut, en passant par brut, sec, doux, etc. Pour vous donner une idée, hein, donc on a vu tout à l'heure, 80% des champagnes sont des bruts sans année, donc entre 6 et 12 grammes de sucre par litre. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que ça va se décider. Par la suite, comme vous le voyez sur la photo du haut, on va boucher et museler les bouteilles, donc avec les bouchons en liège que vous connaissez certainement. Ça se fait, donc cette partie entre le glaçon qui saute, le dosage et le bouchage, on essaye de la faire le plus rapidement possible parce que bien sûr, on a quand même encore le gaz qu'il faut conserver pour que chez vous à la maison, vous ayez les fines bulles du champagne encore dans la bouteille. Donc, là, c'est vraiment l'étape méthode champenoise. C'est une méthode longue et coûteuse. Donc, j'ai essayé de vous la résumer, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes pour qu'elle se fasse dans de bonnes conditions. En fait, il doit s'écouler un minimum de 15 mois entre le tirage. Donc, le tirage, c'est la mise en bouteille avec les levures et le sucre dans la bouteille avec le vin, et la vente qui intervient après le dosage et le bouchage. En fait, on va garder et faire vieillir le champagne pendant plusieurs mois, plus d'une année, juste avant de le remuer. Ces lies mortes, donc en quelques semaines, on va avoir la prise de mousse, le gaz est créé, mais c'est là qu'intervient le vieillissement, puisque les lies vont faire beaucoup pour la complexité et les arômes du champagne. Pour ceux qui ont participé à notre webinaire sur la dégustation ou sur l'élevage, c'est là, à cette étape-là, que le champagne va avoir ses arômes tertiaires complexes, puisqu'ils existent aussi pour le champagne. Voilà, tout ce qui est brioché, tout ce qui est crémeux, etc. Ça vient des échanges avec les lies de ce moment-là. Alors, je m'arrête une minute pour les questions. Alors, le zéro dosage de sucre, c'est tout simplement un dosage zéro. Donc, si vous voulez, on enlève cette étape d'ajout de sucre et on va directement passer du dégorgement au bouchage. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, hein, c'est du extra brut et c'est assez acidulé du coup. Voilà, donc je vous laisse poser vos autres questions sur cette partie-là. Et je reprends du coup pour les méthodes pour faire des vins effervescents. Parce qu'en fait, si on essaye de comprendre un petit peu pourquoi le champagne a cette place particulière dans les vins effervescents, il faut peut-être essayer de comprendre comment on fait les autres finalement. Donc, je vous ai mis un petit exemple. Là, le Prosecco, la plupart des Prosecco sont produits avec la méthode de la cuve close. Donc, le vin blanc est conservé dans une cuve complètement hermétique. On ajoute le sucre et les levures. Et c'est là que la deuxième fermentation se produit. Donc, en fait, on va faire ce qu'on fait en champagne dans les bouteilles, dans une cuve close. Donc, c'est effectivement beaucoup moins long, beaucoup moins coûteux. Et ça crée des bulles un petit peu moins fines. Mais c'est ce qu'utilisent la plupart des Prosecco et énormément de vins effervescents. Vous avez aussi des méthodes encore plus radicales comme la gazéification, hein, tout simplement l'ajout de gaz carbonique. Et la méthode par transfert, qui est très proche de la méthode champenoise jusqu'au remuage des bouteilles. Et en fait, on va placer le vin dans les bouteilles. Mais au lieu de dégorger bouteille par bouteille, on va à nouveau remettre dans une cuve sous pression et faire tout ce travail d'enlèvement des lies, etc., directement en cuve et non pas bouteille par bouteille. Donc là encore, un petit peu moins long, un petit peu moins coûteux. Toujours est-il qu'il faut quand même savoir raison garder et se dire que la méthode dite champenoise, appelée méthode traditionnelle, elle est maintenant utilisée par énormément de vins et d'effervescents dans le monde et même en France. C'est par exemple la méthode utilisée pour la plupart des créments. Donc là, je vous ai mis par exemple un crément de Loire sur lequel vous pouvez voir méthode traditionnelle sur l'étiquette, mais aussi par certains cavas. Donc là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le cava, c'est un vin effervescent espagnol et vous avez sur l'étiquette la mention en français de méthode traditionnelle qui rappelle la méthode champenoise. Il faut savoir qu'auparavant,
on allait écrire sur ces étiquettes méthode champenoise et ça a été interdit. Maintenant, il faut utiliser la mention de méthode traditionnelle. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu les secrets du champagne, que ça soit de la vigne à la cave. On a dit qu'on avait un climat très rude qui pousse la vigne vraiment dans ses retranchements. Or, la vigne, quand elle est dans ses retranchements, elle donne tout pour sa reproduction et pour ses fruits. Donc, c'est très favorable. Un raisin noir, des raisins noirs pour faire un vin blanc. Donc, vous avez vu un petit peu toutes les conséquences que ça avait sur la production. Des assemblages de cépages de cru et d'année, une élaboration assez longue et fastidieuse, et un vieillissement important, comme on l'a vu avec les lits dans la bouteille. Alors, une petite question. Donc, la sucrosité du champagne, donc c'est le brut, l'extra brut, demi-sec, sec, doux. D'où vient-elle? Est-ce qu'elle vient de la teneur en sucre du raisin à la récolte, du travail des levures lors de la fermentation alcoolique, qui ne mangerait peut-être pas tout le sucre, de la quantité de sucre ajoutée juste avant le bouchage final, ou du nombre de morceaux de sucre que vous ajoutez dans votre verre? Alors, j'en profite pour regarder un petit peu les questions. Donc, je vois qu'on nous pose une question sur les créments. Donc, les créments, ce sont des vins effervescents qu'utilisent pour la plupart la méthode traditionnelle, hein. C'est même obligatoire dans le cahier des charges de la plupart des créments en France, qui vont juste être produits dans des zones géographiques différentes et avec des cépages différents du champagne. C'est en ça qu'ils sont différents. Après, en ce qui concerne le vieillissement, le cahier des charges hors élaboration, ça va être aussi assez différent finalement. Les créments, si vous voulez, ils vont plutôt reprendre les cahiers des charges propres à leur région. Donc, par exemple, les créments de Loire vont avoir un cahier des charges plus proche des vins de Loire que de la Champagne, par exemple. Alors, on a une question de Julienne qui nous demande si un dégorgement tardif consiste à retarder cette étape, donc l'étape du dégorgement, et quel est son intérêt. Donc, c'est une question intéressante pour le champagne. Donc, le dégorgement, quand on le repousse, c'est-à-dire qu'on garde, en fait, on fait vieillir le champagne encore plus longtemps avec ses lits à l'intérieur et sa capsule qui le ferme. Ça a plusieurs intérêts. C'est de le faire vieillir, donc avoir encore plus de complexité avec les échanges avec les lits, et de le faire vieillir moins rapidement parce que la capsule du champagne est beaucoup plus hermétique que le bouchon de liège final. Donc, par exemple, moi, si je dois choisir de garder de très vieux millésimes, je ne sais pas, pour un anniversaire ou quoi que ce soit, je peux opter pour l'option le faire garder par un vigneron encapsulé et pas encore dégorgé. Et au moment de l'achat, au moment de la consommation, on va le dégorger peut-être quelques semaines avant seulement pour pouvoir le boire le plus frais et le moins évolué possible. Alors, du coup, notre question. Donc, je vois que plus de 80% ont répondu juste. Donc, effectivement, c'est la quantité de sucre ajoutée juste avant le bouchage, donc à l'étape du dosage, qui va déterminer la sucrosité ou le dosage du champagne. Donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on choisit le style de champagne qu'on veut produire. Donc, on va faire des champagnes extra bruts la plupart du temps, vraiment pour des moments d'apéritif ou pour accompagner des fruits de mer, etc. Le champagne brut, il est dit classique parce qu'il va plaire à la plupart des palais et à la plupart des moments. Donc, c'est traditionnellement le champagne que vous allez boire lors d'une réception, d'un mariage, etc., puisque c'est le plus polyvalent. Et en ce moment, on assiste à une recrudescence des champagnes plutôt sucrés, voire même doux, donc le plus haut dosage, puisque on a de plus en plus de cocktails au champagne. Voilà, on parle aussi de champagne avec des glaçons, etc., qui vont certainement heurter les puristes, mais c'est une réalité commerciale. En fait, on a de plus en plus de champagne doux vendus en ce moment. Donc maintenant, on a vu
la vigne, le vin, l'élaboration, pourquoi le champagne était si particulier. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que ça ne suffit pas à expliquer la position et la réputation du champagne aujourd'hui. Donc, on va regarder aussi ce qui se passe autour. Je vous ai mis une petite citation de Voltaire qu'on aime beaucoup ici. De ce vin frais, l'écume pétillante de nos Français est l'image brillante. Ça donne envie. Voilà, donc une petite carte postale de Dom Pérignon pour vous parler très brièvement, je vous rassure, des prémices. Donc, Dom Pérignon, c'est un moine bénédictin qui était dans l'abbaye d'Auvillers et qui déjà produisait du vin tranquille, et du vin blanc et du vin rouge en Champagne. Lorsqu'il a commencé à étudier la prise de mousse, etc., elle existait déjà. Donc, on ne peut pas dire vraiment qu'il ait inventé cette technique, mais il l'a perfectionnée, améliorée et amenée à un niveau qui faisait qu'on pouvait accéder à ce champagne qui se gardait en bouteille, bouché, stocké à de bonnes températures. Mais ce pourquoi on le retient vraiment ici, c'est parce qu'il a imaginé cette idée d'assembler les différents cépages et les différents coteaux champenois. Il a des écrits où il a fait des études sur tel coteau près de son abbaye qui se mariait très bien avec un autre cépage qui s'est situé un petit peu plus loin. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment pas traditionnel. On allait plutôt faire un vin avec un cru, un cépage, et ça, c'était partout en France le cas. Par la suite, le champagne est très vite devenu un synonyme de vin de fête présent dans les plus grandes cours, que ce soit anglaises, russes, sans parler de la France, bien sûr, et a eu des personnages très importants et très marquants. Je pensais notamment à la veuve Clicquot-Ponsardin. Donc voilà, je ne sais pas si vous saviez que les champagnes veuves, parce qu'il en existe plusieurs, font vraiment référence à des femmes qui, à la mort de leur mari, ont vraiment promu leurs exploitations et fait passer le champagne à un tout autre niveau, notamment la veuve Clicquot-Ponsardin qui a un petit peu inventé le marketing champenois et qui a commencé les exports internationaux du champagne, qui a fait traverser les océans. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que dès le début du XXe siècle, il est exporté partout dans le monde et on retrouve bien avant l'invention des AOC, etc., qu'on a vu précédemment, on retrouve des écrits pour la protection du mot champagne qui commencent à être utilisés au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, c'est un succès qui ne se dément pas, je pense que je ne vous apprends rien. C'est la première AOC mondiale en valeur, tout produit confondu. C'est environ 300 millions de bouteilles vendues chaque année, donc 53% à l'export. Je ne sais pas si vous aviez en tête que la consommation française de champagne est encore aussi élevée, avec des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon. Et le champagne représente quand même encore 9% des ventes de vins effervescents et 33% en valeur. On commence donc à parler de la question du prix qui a été soulevée tout à l'heure sur le chat. Je vous ai mis bien sûr une plaque qui marque une parcelle de Moët et Chandon, qui reste à ce jour la plus grande maison de Champagne, la plus importante et en valeur et en volume, et qui fait partie du groupe LVMH, qui possède aussi les marques, des marques que nous avons citées plus tôt, donc Runard, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug et j'en passe, donc un groupe extrêmement important et extrêmement puissant pour la Champagne. Voilà, donc aujourd'hui, le champagne, c'est James Bond dans tous ses films avec la maison Bollinger. C'est Jay-Z et Beyoncé qui ont acheté leur propre maison de champagne qui s'appelle Armand de Brignac. Et par hasard, le siège de cette maison de champagne se trouve à moins de 2 km de ma position actuelle. Bien, je peux vous dire que ça me rappelle un petit peu la première slide sur Dubaï et la taille dans les coteaux champenois quand il fait -5, parce que finalement, le siège d'Armand de Brignac, c'est très très loin de ce glamour américain et des bouteilles dorées que vous pouvez voir sur la photo. Donc, c'est assez marrant de le constater. En fait, et c'est certainement le secret principal du champagne, pour avoir cette image de très haut de gamme et de luxe, il y a un seul secret, c'est la rigueur collective des champenois. Alors, c'est comment un système planificateur et communautaire, j'ai failli même écrire communiste, a permis au champagne de devenir un symbole du luxe. C'est quand même assez incroyable que autant de communautés, de planification quasiment communiste
et permis d'être un peu un symbole du luxe et du capitalisme dans le monde. Alors, je vais juste faire une petite pause question. Alors, la veuve Clicquot Ponsardin, c'était à partir des années 1805, pour répondre à la question d'Olivier. Et on va évoquer du coup la garde des champagnes dans des slides plus tard, parce que je vois beaucoup de questions sur ça. Et je suis ravie que vous pensiez à garder, à faire vieillir vos champagnes. C'est une très bonne idée. Donc, pour reprendre sur vraiment la clé pour comprendre le champagne, c'est finalement ce que vous voyez pas, parce que c'est pas le marketing, c'est pas des questions d'élaboration, etc. C'est pas un raisin plus cher que les autres. C'est pas que ça. C'est aussi beaucoup de rigueur et d'autocontrôle à l'intérieur de la champagne. Donc, pour le comprendre, il faut un petit peu comprendre les acteurs de la champagne. Il y en a plusieurs. Il y a d'abord les maisons négociantes, qui sont les grandes marques qu'on vient de citer, donc Veuve Clicquot, Moët et Chandon, etc. Ce sont des maisons négociantes qui représentent 72% du marché du champagne, mais qui ne possèdent que 20% des parcelles. Donc là, déjà, vous voyez, il y a un petit problème. Les vignerons et les coopératives récoltent donc 80% des raisins, par essence, et ils les vendent pour beaucoup sous forme soit de raisins, soit de jus pressé, soit de vin clair, donc on a vu juste avant les assemblages, soit même de bouteilles non encore dégorgées, donc la bouteille avec sa capsule, qui peut être aussi un produit vendu, puis après exploité, étiqueté par une maison négociante tierce. Et enfin, il y a les récoltants manipulants ou les coopératives manipulantes, qui sont l'équivalent des vignerons indépendants, si vous voulez, en Champagne, qui produisent, eux, un champagne sous leur propre marque, avec leurs propres raisins. Ils sont environ 4000, donc du coup, il y a 4000 producteurs de champagne, hors grandes maisons négociantes dont vous connaissez les noms. Donc, je ne sais pas si vous-même, vous connaissez des champagnes qu'on dit d'artisans, des petites maisons indépendantes, mais il faut savoir que par rapport aux 15 000, voire 16 000 exploitants différents, donc on se dit 16 000 vignerons, et seulement 4 000 produisent du champagne. Tout le reste, c'est un marché auquel vous n'avez pas du tout accès, que vous ne voyez pas du tout, qui est le marché du raisin, du jus, du vin clair et de la bouteille pas encore dégorgée. Voilà. Donc, c'est vraiment un système très interdépendant où les efforts des maisons bénéficient aux vignerons. Le travail des vignerons est essentiel pour fournir les grandes maisons. Alors, je vais essayer de vous passer cette vidéo parce qu'elle est assez centrale pour le reste de la présentation. Je vous promets que s'il y a quelques bugs que ce soit, je reviens aussi rapidement que possible. Alors, je vous la passe. Je vais vous demander de bien regarder les détails que vous pouvez voir parce que tout est une question de détails. On va la décrypter un petit peu par la suite.
Alors, j'espère que vous avez pu profiter de la vidéo. Elle était un petit peu longue, mais je vous ai dit de regarder les détails parce que c'est une très belle représentation. C'est le moment des vendanges, les vendanges 2018 au Champagne-Forget-Chemin. Et c'est une très belle représentation du cahier des charges extrêmement strict que se sont imposés les champenois. Je vous ai fait une liste sur cette vidéo qui dure quand même seulement 1 minute 30 de tous les éléments obligatoires du cahier des charges que vous avez pu constater. Alors on y va, on va voir si vous avez repéré en même temps. Vous avez déjà vu des vignes avec le beau paysage du village de Lutte dans lequel je me trouve. Eh bien, ce que vous avez vu, c'est une densité de plantation et une distance de plantation obligatoire. En fait, pour que la vigne reste toujours sous pression permanente, il y a une densité minimum. Donc, même si des pieds meurent, en Champagne, il faut les remplacer extrêmement rapidement. Sinon, une parcelle va perdre sa dénomination. De même, quand on plante, il faut planter avec une distance très précise entre les rangs et ça va être contrôlé par des commissions qui vont venir regarder si vous l'avez bien fait. Je vous parle de commission, je vous assure, il y a beaucoup de points communs entre le communisme soviétique et la Champagne. Ensuite, des vendanges exclusivement manuelles. On l'a déjà dit tout à l'heure. Les caisses que vous avez vues, qu'on voit là sur l'image près du pressoir, elles sont de 42 kg. Elles sont trouées. C'est obligatoire parce qu'on ne veut pas que le jus stagne à l'intérieur de la caisse. Et elles sont obligatoirement lavées après chaque pressoir. Je pense que vous avez vu le petit moment où on voyait le lavage des caisses. Il y a une absence totale de tri mécanique manuel. Vous ne l'avez pas vu dans la vidéo. C'est directement au pressoir. Un chargement manuel du pressoir. Pas de tapis roulant qui pourrait contenir du jus taché. Un stockage des raisins. Vous l'avez vu, dès qu'ils arrivent, à couvert, même si c'est pour quelques heures, voire quelques minutes. On ne laisse pas les raisins à la pluie ou au soleil. Un pressurage très léger pendant 4 heures. On va avoir 160 kg de raisins qui vont donner 102 litres de jus. Et le pressoir, que vous avez vu sur les images, il est contrôlé et agréé avec, là encore, je vous le donne dans le mille, des commissions d'agrément qui vont venir le contrôler très régulièrement. Et voilà, et ça, c'est que pour la vendange. Donc, c'est sans nul doute le cahier des charges le plus strict de France et assez largement, je pense. Un autre élément du cahier des charges et du système champenois très très spécifique qui est vraiment une hérésie pour la plupart des vignerons de France et de Navarre, c'est le rendement autorisé qui varie chaque année. Le gouvernement du Champagne, le syndicat, va décider d'un rendement autorisé par hectare qui va varier en fonction de la qualité du millésime qui se trouve sur les pieds et en fonction de la santé des marchés économiques et de les exportations de champagne. Du coup, la Champagne planifie sa production pour éviter trop de surproduction et des stocks qui seraient stagnants quelque part. Je vous ai mis parce que c'est très significatif. Les années 91, 92, 93, vous n'êtes pas sans savoir que la guerre du Golfe est passée par là. Eh bien, en 91, on avait le droit de vendanger 12 600 kilos de raisin par hectare. En 92, comme c'était une crise économique mondiale, on est descendu à 9 000. En 93, on s'est rendu compte qu'on vendait encore moins de champagne. On est descendu à 8 400. C'est vraiment unique en France, un rendement qui varie en fonction de l'économie du business et pas seulement en fonction de la nature et de la qualité de ce qu'on peut faire. Voilà, donc c'est vraiment un état d'esprit champenois fait pour garder les marchés mondiaux et rester au top avec pas des quantités qui vont stagner et des prix qui vont baisser. Ça explique pour beaucoup le prix très stable, voire en hausse, que vous voyez des champagnes sur le marché même français. Il y a aussi une petite précision, c'est que les champenois doivent se soumettre donc à ce rendement officiel et ils peuvent constituer aussi une réserve supplémentaire qui est limitée pour sauver les années difficiles. Donc en 92, ils ont pu ramasser quelques kilos de raisins en plus, quelques milliers de kilos de raisins en plus, voire même parfois, pour subvenir à leurs besoins si en 93, ils avaient un problème dans leur vignoble. Je vous ai mis cette slide parce qu'elle est d'une actualité vraiment brûlante en ce moment en Champagne. Je vous ai mis 2020, 3 petits points. Je pense qu'en 2020, on va atteindre un record bas de rendement autorisé par hectare parce qu'on parle de rendement plus bas qu'en 93, qui est un petit peu notre record historique à l'heure actuelle.
et qu'on va atteindre peut-être des 8000, voire des rumeurs à moins de 8000 kilos de raisins par hectare. Donc voilà, c'est vraiment ce qui anime l'idée des champenois en ce moment. Combien de raisins je vais avoir le droit de couper? C'est quand même assez important, par exemple pour un vigneron indépendant, une petite maison, parce que ces grands effets mondiaux, on ne va pas forcément les sentir si on vend que en France, etc. Le Covid-19, bien sûr, si, mais il y a d'autres effets de marché qui vont, oui, affecter Moët et Chandon en Chine, par exemple, mais qui vont moins toucher les petits vignerons. Donc, c'est difficile pour que chacun se mette d'accord et se dise, bah, je vais respecter ce rendement officiel qu'on m'impose pour que, eh bien, les grandes maisons puissent continuer à vendre leur champagne aussi cher. Voilà, c'est parfois un petit peu des réflexions qu'on peut avoir. Mais pour la plupart, les vignerons ont compris que c'était pour le bien de la marque Champagne dans son ensemble de favoriser ces rendements très stricts. Je continue sur la rigueur collective avec la rançon du succès. Être une référence au niveau mondial, c'est aussi être très regardé et c'est aussi devoir être irréprochable. Il y a plus de 15 000 exploitations, on l'a vu, qui sont sous la même bannière et donc chacun compte sur le sérieux du voisin. Le mot d'ordre en Champagne, c'est l'autocontrôle et le nombre innombrable de commissions. Donc de la taille de la vigne jusqu'à même l'habillage de vos bouteilles, vous allez être contrôlé. Et le contrôle le plus important, c'est la dégustation annuelle pour obtenir l'agrément champagne. Sans quoi, eh bien, le champagne que vous avez produit, vous ne pourrez le vendre sous un autre nom que vin effervescent traditionnel. Voilà, donc c'est vraiment chaque année une dégustation sur chaque lot qui va donner l'agrément de l'appellation de champagne. Je vous ai mis aussi quand même, parce que c'est d'actualité, la Champagne et le développement durable. Donc, il y a encore énormément de progrès à faire pour la Champagne, mais elle s'est quand même placée un petit peu aux avant-postes, notamment dans la gestion de l'eau, parce que la Champagne consommait beaucoup d'eau dans sa production, des insecticides et des herbicides, avec une annonce qui a été faite récemment de l'objectif zéro herbicide en Champagne en 2025. Voilà, donc c'est un défi pour les champenois. Je vous ai parlé de la pluie. Et je peux vous assurer que la Champagne est une région très verte. Donc l'herbe, ça peut être un problème dans les vignes. Ne pas mettre d'herbicide, ça veut dire passer, labourer, voilà, très régulièrement. Mais c'est l'objectif que la Champagne s'est donné pour 2025, donc dans 5 ans. Enfin, ce collectif, il est derrière la protection de l'appellation. Je vous ai mis le motto du comité Champagne, du gouvernement du Champagne. Il n'est de Champagne, il n'est Champagne que de la Champagne. Très important. La filière Champagne met beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts dans la protection de son appellation. Donc, c'est un lobby assez puissant qui a beaucoup œuvré notamment pour la reconnaissance des appellations géographiques plus généralement en Europe et dans l'Union européenne. La Champagne est pour beaucoup sur ces avancées-là. Malheureusement, il y a encore beaucoup de boulot. Je vous ai mis une étiquette du champagne californien André, qui est vendu à quelque chose comme 6 $, voire un petit peu moins sur les étals californiens. Donc voilà, encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Pour résumer donc, sur la partie hors vigne et cave, le véritable secret de la Champagne, c'est le collectif qui est au service de la qualité, avec des acteurs très nombreux, très différents, mais tous interdépendants et complémentaires. Un cahier des charges très strict, j'espère que ma petite vidéo vous l'a démontré, des rendements adaptés à la situation et un puissant lobby pour protéger l'appellation et son rayonnement. C'est ma dernière petite question pour vous. Alors, en Champagne, le rendement autorisé varie en fonction des ventes des années précédentes, des aléas climatiques de l'année. Il est fixe depuis la création de l'appellation, où il est revu tous les 10 ans. Alors, je vais
je vais en profiter pour répondre à vos questions. Donc, j'ai Annabelle qui nous demande que signifie tête de cuvée sur les bouteilles de champagne. Alors, en fait, lors d'un pressoir en champagne, on va séparer le jus qui sort au début, au milieu et à la fin du pressoir. Et on dit toujours que le plus qualitatif, ça va être le milieu, le cœur du pressoir, parce qu'au début, il y a encore un petit peu de poussière, de saleté, voire d'eau s'il pleut. Et à la fin, on commence à avoir un jus un peu plus trouble, peut-être un petit peu coloré. Donc, tête de cuvée, cuvée spéciale, etc. C'est en Champagne en tout cas un mot qui désigne vraiment le moment le plus propice dans le pressoir. On a fait, si tu veux, Annabelle, une cuvée avec juste vraiment ce nectar du milieu du pressoir. Voilà. Alors, on a Dominique qui nous pose une question primordiale sur le surplus de raisin. Eh bien, le surplus de raisin, on va le vendanger par terre. C'est comme ça qu'on dit. On est obligé en Champagne de vendanger les raisins. On n'a pas le droit de les laisser sur la vigne, mais malheureusement, on va les mettre au sol. Voilà. Parfois, ils sont vendangés, pressés. On compare, on a quelques semaines pour se mettre dans la réglementation. Donc, on peut comparer un petit peu, se défaire d'une cuve qui est moins qualitative qu'une autre. Mais quand on a vraiment trop de raisins, on les met par terre. Mais si vous voulez, vous pourrez en récupérer un petit peu. On peut en faire quelque chose. Peut-être de la cuisine, je sais pas. Moi, je les mange souvent, mais. Donc, pour revenir à notre question, effectivement, le rendement autorisé par hectare en Champagne, il va varier. Il va varier en fonction des ventes des années précédentes, en fonction donc du business. Et il va varier, bien sûr, en fonction des aléas climatiques de l'année et du coup de la qualité de la récolte envisagée. Pour finir, je voulais revenir sur 2 fausses idées, parce que je ne veux pas que vous ayez fait un webinaire sur le champagne sans repartir avec ça. Déjà, est-ce qu'il faut boire le champagne dans une flûte, une coupe? Pas forcément. On essaye d'éviter la coupe parce qu'elle est propice au réchauffement du champagne, notamment si vous la tenez comme ceci, elle va réchauffer le champagne très rapidement. La flûte, c'est une option, mais le verre de vin naturel, fin, celui que vous appréciez le plus, il est très bien aussi, parce que finalement, le champagne, ça reste un vin. Donc, un verre de vin, un verre à vin qui est voilà, semblable au verre que vous utilisez pour vos vins blancs, ça sera parfait. Le champagne se boit jeune. On a eu beaucoup de questions sur le vieillissement des champagnes, que ce soit en question ou sur le chat. Pas forcément. Les champagnes ne se boivent pas forcément jeunes. On peut les conserver quelques dizaines d'années. Et le développement des arômes, il est tout à fait étonnant. Et ce qui est assez sympa avec le champagne, c'est que c'est un vin déjà au départ qui est très frais, très acidulé. Et donc, le vieillissement du champagne, s'il arrive, c'est un bon champagne, s'il arrive à garder cette fraîcheur, ça va donner des choses extraordinaires. Vous allez avoir à la fois des notes de miel, de figues, de brioche, des notes un petit peu sucrées qui vont être contrebalancées par la fraîcheur du champagne. Et je pense que c'est parmi les plus belles choses à voir. Je vous ai mis une petite photo du champagne Dom Pérignon qui a cette particularité de ne produire que des champagnes millésimés et qui vend des millésimes assez anciens par rapport à la date actuelle. Par exemple, aujourd'hui, le millésime principalement vendu par Dom Pérignon, c'est encore le millésime 2008, donc c'est quand même il y a quelques années, et on commence à retrouver vraiment les atouts du vieillissement du champagne. On le disait tout à l'heure lors d'une question, je vous conseille, si vous voulez faire vieillir quelques bouteilles, de choisir des champagnes millésimés. Pourquoi? Parce que bien sûr, il va y avoir la date, le millésime dessus, donc vous allez savoir quelle année vous buvez. Mais ça, vous pouvez aussi acheter des champagnes bruts sans année et demander les années au vigneron, il vous dira sans problème. Mais aussi parce qu'en fait, les champagnes millésimés, ce sont des champagnes qui sont créés pour le vieillissement, pour la garde, pour être bu dans quelques années. Ils ont un cahier des charges un peu spécifique avec un vieillissement avant dégorgement plus long, au moins 3 ans. Et donc, du coup, ils vont avoir cette structure, cette complexité qui va davantage encore profiter à la garde et à l'ouverture dans quelques années.
voilà, je voulais vous montrer pour la petite histoire, voilà, que ici, on boit du champagne même assez vieux. Donc, voilà. Pour la petite histoire, c'est donc ma cuvée d'anniversaire. C'est une cuvée de 1994. Et c'est ce que j'avais dans mon verre, du coup, au départ. Et c'est encore très, très bon. Donc, n'hésitez pas à garder le champagne un petit peu plus longtemps et à découvrir à quel point il peut être complexe et riche. Voilà, donc c'était ma dernière slide. Donc je vais répondre à quelques questions et je vous mets aussi en ligne le sondage pour le thème du webinaire de la semaine prochaine. Hop, voilà, je vous laisse nous dire vos préférences pour le prochain thème. Alors, est-ce qu'il y avait des petites questions auxquelles on n'a pas répondu? Donc, le millésime est-il fixé l'année d'assemblage ou l'année du dégorgement? Alors, ni l'un ni l'autre. En fait, le millésime, c'est vraiment l'année de récolte. Donc là, en 1994, par exemple, c'est la récolte de 1994 qui a été assemblée du coup au début de l'année 1995, etc., etc., et donc qui est venue sur le marché au moins 3 ans plus tard. Donc si on fait le tour, c'est un champagne qui a commencé à être vendu en 98. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Philippe. Combien de sucre dans un champagne doux? C'est la question d'Agnès. Eh bien, en fait, il n'y a pas de limite parce que le champagne doux, c'est la catégorie la plus haute, donc jusqu'à écœurement, je dirais. Et on a aussi Annabelle qui nous demande si faire vieillir le champagne, ça diminue les bulles. Tout à fait. Tout à fait, il y a une perte significative de bulles. Après, ça dépend vraiment beaucoup du bouchage et des conditions de garde, mais normalement, vous allez encore avoir quelques bulles, même si vous attendez 10, 15 ans. Voilà, donc je vais commencer à vous dire au revoir. J'espère que la présentation vous a plu, que j'ai pu répondre à toutes vos questions. J'ai failli vous demander de noter mon degré, mon dosage de chauvinisme. J'espère que ça vous a semblé quand même à peu près impartial. J'ai fait de mon mieux, je vous promets. C'est vraiment un sujet passionnant. Le champagne, pour moi, il y a beaucoup de choses dans le processus d'élaboration, beaucoup de complexité. Merci beaucoup. 9 sur 10 au niveau chauvinisme, ouais. Vous êtes gentil, Eric. Moi, je me donnerais presque 10. Merci beaucoup. Et ben, j'espère que vous avez peut-être avec vous une bouteille de champagne pour illustrer tout ça par la suite, pour fêter le week-end de 3 jours qui arrive. Au revoir, j'espère vous retrouver. Il va falloir vous fournir en champagne pour ceux qui n'en ont pas. Il ne faut pas oublier d'en commander. J'espère vous retrouver la semaine prochaine en tout cas et je vous dis à bientôt. Bon courage pour cette fin de confinement. Au revoir à tous.